Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Antoine raconte le sport. Pour ce 8e épisode, je suis allé à la rencontre d'un joueur emblématique du basket fauteuil français. Du haut de ses 40 ans, Sofiane Meyaoui compte de nombreuses lignes à son palmarès, en tant que double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Galatasaray en 2013 et 2014, que vice-champion du monde avec l'équipe de France en 2010 ou encore en sa qualité de multiples fois champion national dans les pays par lesquels il est passé, il a marqué l'histoire de son sport. Dans un café parisien, Sofiane a retracé avec moi les 23 ans d'une carrière toujours en cours qui l'ont amené à évoluer en France, en Italie ou encore en Turquie. Avec la qualification aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en ligne de mire cette saison, Sofiane s'engage aussi en dehors des parquets pour sensibiliser et transmettre sa passion du basket fauteuil. Cela fait d'ailleurs maintenant 3 ans qu'il a créé le Paris Basket Fauteuil, dont il est le président dans le 18e arrondissement de Paris. Ouais, tout d'abord, bonjour Sofiane Meyaoui. Bonjour Antoine. Toi, tu as commencé ce sport à l'âge de 15 ans, le basket fauteuil. Tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a motivé à pratiquer ce sport au lycée? J'ai pas commencé au lycée, non, j'ai commencé avant. J'ai commencé au collège parce que j'ai eu la chance d'avoir un prof de sport qui adaptait tous les sports possibles en fauteuil. Donc on faisait du basket fauteuil, du volley en fauteuil, même du baseball en fauteuil. Donc c'était vraiment sympa. Et le basket fauteuil m'a plu tout de suite parce que c'était les mêmes règles. Les paniers sont à la même hauteur, les distances sont les mêmes, les terrains sont les mêmes. Tout ça m'a plu parce que ça me permettait en même temps de démontrer que j'étais capable de faire voir autant qu'une personne valide ce sport-là. Et donc, après le lycée, même dans tes études supérieures, tu as continué cette pratique et ce qui t'a amené à l'âge de 18 ans à commencer le basket justement de haut niveau, le basket fauteuil de haut niveau. C'est ça. En fait, au départ, je m'entraînais un peu tout seul sur un terrain de playground. Et là, tu as un athlète paralympique d'équipe de France qui m'a proposé de venir jouer dans son club dans le 15e arrondissement. Et moi, j'étais grave motivé, mais le problème, c'est que quand tu es en fauteuil et qu'il faut traverser Paris en sachant que les moyens de transport sont pas du tout accessibles, donc c'était compliqué. Donc j'ai dû abandonner mon envie d'aller m'entraîner, d'aller jouer dans un club. Et j'ai dû attendre, comme tu dis, mes 18 ans, passer mon permis et intégrer ce club. Et avant justement de revenir sur cette carrière qui est longue, qui a commencé en 2000, je voulais d'abord voir avec toi qu'est-ce que c'était notamment une semaine type quand on est basketteur fauteuil de haut niveau. Tu t'entraînes tous les jours déjà? Alors, quand j'étais en Italie ou à l'étranger, où j'étais justement professionnel à 100%, je m'entraînais même 2 fois par jour. Donc, quand on dit entraînement 2 fois par jour de haut niveau, on ne fait pas des entraînements de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Sinon, ça serait impossible d'être en forme là, en fin de semaine. Donc c'est vraiment des entraînements vraiment type précis, concentrés sur le shoot, sur les passes, sur le dribble, sur le renforcement musculaire, sur la récupération aussi. Donc, tout ça fait partie de l'entraînement. Donc en général, en début de semaine, on commence par des charges assez lourdes, donc ça peut être de la musculation. Et petit à petit, on transforme tout le travail qu'on a fait en précision en faisant des séances de shoot, de tir. Maintenant en France, c'est un peu plus compliqué parce que c'est difficile d'avoir des créneaux, donc même pour mon club, avoir des créneaux en journée, c'est compliqué. Donc on a des créneaux que le soir, donc on s'entraîne 3 fois par semaine. Donc pour compenser un peu ce manque d'entraînement et d'essayer d'être au niveau, je fais un peu plus de musculation pour vraiment essayer de compenser ce manque d'entraînement, donc en mettant un peu plus de qualité, on va dire. Et tu fais aussi d'autres disciplines sportives que le basket, en plus aussi de la musculation pour être plus complet? Non, pas trop. Non, je fais un peu de vélo à bras. Donc j'aime bien parce que ça me permet vraiment de récupérer. Et aussi, c'est un vélo à bras que je mets sur mon fauteuil. Je me balade dans Paris aussi. C'est sympa parce que ça me permet de faire du sport et en même temps de, de, de sortir un peu des parquets. J'aimerais bien aussi, je fais un peu de natation aussi, mais là, ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait. J'aimerais bien refaire, mais comme on disait un peu avant, dans Paris, c'est toujours compliqué de faire du sport et trouver du moment, du temps. Et alors, par rapport à un match de basketball, tu peux nous expliquer les différences et les similarités d'un match de basket fauteuil? Alors, les similarités, c'est les mêmes ballons, c'est les mêmes paniers, c'est les mêmes hauteurs, même distance, même temps de jeu, 4 fois 10 minutes, 24 secondes pour possession de jeu, 8 secondes pour passer le milieu de terrain, 3 secondes dans la raquette, c'est exactement pareil. Les fautes sont exactement pareilles aussi. Il faut se mettre devant le joueur pour l'empêcher d'avancer et il nous rentre dedans, donc il fait un passage en force. Ensuite, on peut aller prendre un ballon sur les genoux, on a le droit, comme en basket classique. Par contre, bien sûr, si on vient sur le côté
de manière un peu dure, bah, on va être sifflé faute. Par contre, si on touche un petit peu le joueur et on prend la balle, il n'y a pas forcément faute, mais après ça dépend énormément de l'arbitrage. La différence aussi va être au niveau du marché. Quand on a le ballon sur les genoux, on n'a pas le droit de pousser son fauteuil plus de 2 fois, sinon c'est marché. Et on a le droit de reprise de dribble. Voilà, bon, c'est les seules différences. Okay. Et bien sûr, on est en fauteuil, on est tous en fauteuil. Ce qu'il faut savoir aussi dans le basket fauteuil, c'est que chaque joueur a une classification en fonction de son handicap, qui va de 1 à 4,5. Un joueur classé 1 point, c'est un joueur qui sera paraplégique. Donc il ne va pas avoir d'abdominaux, il ne pourra pas se pencher, il va être moins stable sur son fauteuil. Un joueur qui sera 4,5 sera un joueur qui est amputé en dessous du genou. Et là, bien au contraire, il a tous les muscles du haut, quadriceps, donc il peut sauter sur une roue, se tenir aisément droit. Et donc l'arbitre, il va pas arbitrer pareil c'est en fait et la somme des 5 joueurs sur le terrain ne doit pas dépasser 14,5. Donc c'est pas un système de points où si on marque un panier, on te donne 3 points. Non, c'est vraiment une classification. Et quand tu rentres sur le terrain, les 5 joueurs sur le terrain ne doivent pas dépasser 14,5, la somme des 5 joueurs. Et du coup, c'est important parce que du coup, ça évite de se retrouver avec une équipe, je sais pas, dans le sud de la France avec que des paraplégiques et une équipe dans le nord, dans le sud, dans une autre équipe avec que des amputés. Ça fait une parité sur le terrain. Exactement, ça fait une parité et ça c'est super parce que du coup, tous les handicaps jouent ensemble. Et donc, tu as des 2 points, 2 points et demi, 3 points. Et comme ça, le joueur dans sa catégorie va essayer d'être le meilleur. Parce qu'à 1 point, il sera jamais plus fort qu'un 4 points et demi. C'est impossible. Par contre, lui, il va tout donner pour être le meilleur dans sa catégorie. Donc à la fin de la saison, quand le mercato s'ouvre, bien sûr, il y a des clubs, ils ont besoin du meilleur 2 points, du meilleur 3 points. Donc ils vont chercher le meilleur et c'est là où ça devient intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans le basket fauteuil, c'est que c'est un sport qui est mixte en club. Les filles et les garçons jouent ensemble. Et une personne valide peut jouer avec nous. Toi, demain, par exemple, Antoine, tu peux jouer avec nous. Par contre, tu seras 5 points. D'accord. Donc, c'est un gros handicap. Parce que ça fait beaucoup de points pour l'équipe. Exactement. C'est-à-dire que si tu n'es pas bon, forcément, tu vas faire du banc parce que tu vas prendre la place d'un joueur qui est 4,5, voire 4 points. Et en général, les mecs qui sont 4 points, 4,5, ils sont comme toi, sauf qu'il leur manque peut-être un pied ou un genou. Donc, pour le basket, c'est pas de grosse différence. Voilà, il n'y a pas de grosse différence. Donc, et surtout, quand tu es amputé, tu as 1 point en moins, quoi. Parce que une jambe ça pèse lourd, donc quand tu as 10 kg, 15 kg en moins, je peux dire sur le terrain, quand tu vas pousser ton fauteuil, tu le ressens rapidement. Et c'est quoi pour toi justement les qualités essentielles dans ce sport ? Alors, les qualités essentielles, il faut de la force, parce qu'il faut pouvoir pousser son fauteuil pendant 40 minutes à la force des bras. Il faut être adroit, parce que c'est un sport d'adresse, bien sûr, et surtout, quand tu as poussé ton fauteuil pendant 40 minutes, il faut avoir l'adresse de finir, de mettre le panier. Et bien sûr, c'est un sport comme le basket classique, donc ça demande de l'intelligence de jeu, parce que savoir se positionner, savoir se placer, savoir se démarquer, savoir s'adapter, lire le jeu. La lecture du jeu est très importante, donc si on n'est pas capable d'anticiper, de lire le jeu, ça devient compliqué. Le placement il est important, savoir prendre des rebonds, savoir lire la trajectoire, tout ça c'est des qualités qui sont importantes dans le basket de manière générale. Et est-ce que toi, cette pratique du basket fauteuil te permet de vivre ? Alors malheureusement non, en France je ne peux pas vivre de mon sport. Quand j'étais en Italie ou en Turquie où j'étais professionnel, là, je pouvais vivre à 100%. En France non, c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir des sponsors qui m'accompagnent et grâce à eux je peux me concentrer vraiment à mon sport et c'est important parce que en plus moi j'habite à Paris et quand on sait le prix des loyers, si j'avais pas de sponsor, il fallait forcément que je travaille et si je travaille je passe moins de temps à l'entraînement, donc c'est compliqué. Ouais. Et maintenant, on va entamer ta très longue carrière qui a commencé en 2000. Tu débutes assez vite dans la discipline au haut niveau en intégrant le CAP Sport Art Aventure Amitié de Paris. Oui. Puis tu vas à Corbeil-Essonnes en 2002. Comment ça se passe pour toi justement ces premières années sur les parquets ? Alors, on va dire que ça s'est tout de suite très bien passé. Dans le basket fauteuil, on est comme une très grande famille. Donc j'ai eu la chance d'intégrer ce club et tout de suite on m'a accueilli, on m'a conseillé, accompagné et ça s'est vraiment très bien passé. Moi je pense que j'avais vraiment ce côté compétiteur en moi depuis tout petit et j'aime pas perdre, j'aime gagner, donc je pense que tout de suite sur les entraînements ça s'est vu et j'ai progressé très vite, rapidement et voilà, comme je dis, donc c'est une grande famille, donc tout le monde se connaît aussi dans les différents clubs et c'est pour ça qu'on m'a proposé rapidement d'aller jouer ensuite à Corbeil-Essonnes qui était à un niveau beaucoup plus élevé. Et moi j'ai tout de suite dit oui parce que j'avais envie de progresser et de vraiment de goûter au haut niveau.
Et justement, ça nous fait arriver à une vraie année charnière de ta carrière. La première, celle de 2004, tu as tout juste 21 ans, car tu vas prendre part avec l'équipe de France Esport au championnat d'Europe en Belgique. Et tu y exploses parce que tu termines meilleur joueur, donc MVP de la compétition, et vous faites vice-champion d'Europe. Donc est-ce que pour toi, ça a été vraiment, cette compétition, un tournant dans ta carrière et ces premières années, justement? C'est vrai que c'est là où j'ai été découvert au niveau européen. Donc c'est vrai que moi je suis arrivé, personne ne me connaissait, j'étais jeune et j'arrive sur un championnat d'Europe espoir où personne n'attendait l'équipe de France. Et là on crée la surprise avec une équipe pas forcément voilà, exceptionnelle de jeunes et petit à petit on monte les échelons et on arrive jusqu'en finale. Donc ça a vraiment été, comme tu dis, un tremplin dans ma carrière et en plus de finir MVP du tournoi, c'était juste énorme, quoi. Et d'où l'importance justement d'un groupe, d'être une famille, dans une équipe ça peut même primer sur une qualité d'effectif supérieure en face, quoi. Ah oui, complètement. Le fait d'être un groupe, d'être soudé, de savoir qu'on peut compter sur un autre dans les moments difficiles, c'est important. C'est pour ça que le sport reco est beau pour ça. Et puis tu le dis justement, grâce à ces championnats, tu te fais remarquer. Dans les années suivantes, tu as les premiers titres en club qui arrivent aussi très vite, entre 2006 et 2009. Premier titre de champion de France avec Hier en 2006, puis en 2008 avec Meaux, sachant que tu fais aussi les finales en 2007 et 2009 avec ces deux clubs. Tu fais aussi des bons matchs en Coupe d'Europe. Et ces résultats te permettent de te faire remarquer à l'étranger. Et tu optes justement pour l'Italie et Santa Lucia Sport Roma. Pourquoi ce choix de l'Italie justement? Pourquoi? Parce que déjà l'Italie c'était à l'époque le championnat le niveau le plus élevé d'Europe. Donc c'était vraiment une chance. Et Santa Lucia Roma, c'était juste l'équipe historique d'Italie. Et je pouvais pas dire non. Je pouvais pas dire non. J'ai été approché par ce coach Carlo De Giusto, qui pour moi a fait énormément et il m'a aidé, il m'a accompagné, il m'a vraiment. Quand j'ai commencé le basket, j'avais pas un poste prédéfini. Et grâce à lui, j'ai découvert à être meneur de jeu. Donc du coup, c'est grâce à lui que je suis devenu meneur parce que il m'a accompagné et aidé. Pour un exemple, il me disait toujours, Sofiane, ton rôle sur le terrain, c'est de rendre meilleurs les autres. Donc toujours dans des petites phrases, des petites expressions pour m'aider à vraiment faire mon job. Et c'était juste exceptionnel, quoi. Il y a eu un avant et un après lui, quoi. Oui, complètement, ouais, complètement. Déjà juste en termes d'entraînement, ça n'a rien à voir. J'ai découvert la différence entre entraîneur, coach, préparateur physique. Alors qu'en France, tu as l'un qui fait tout. L'entraîneur, il fait coach, il fait entraîneur, il fait préparateur physique. Alors tu as vraiment ce passage du monde, entre guillemets, bon, en France, c'est pas non plus amateur, Ouais. mais à un vrai pays professionnel qui accorde vraiment de l'importance à ce sport, quoi. Complètement. Pour vous donner un exemple, le préparateur physique, bien sûr, fait la préparation physique. Et ensuite, tu as l'entraîneur qui va mettre en place les exercices, travailler sur les notions, sur les fondamentaux. Et ensuite, le coach arrive à la fin de l'entraînement pour justement travailler sur la tactique de jeu, préparer les matchs. Il y a un vrai staff, quoi. Un vrai staff, quoi. Sauf qu'en France, même aujourd'hui, on n'a pas, quoi. Donc c'est vraiment voilà, des mentalités différentes. Et ce qui nous fait arriver justement à ta première saison en Italie, donc 2009-2010, la première année où tu évolues à l'étranger et où tu découvres ce championnat italien. Tu finis champion d'Italie et surtout tu fais avec eux ta première finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Qu'est-ce que tu retiens de cette première année en Italie qui, sur tous les plans, semble très bonne, quoi? Ah ouais, c'était une année super parce que déjà on gagne le championnat d'Italie. Déjà c'était un championnat fou parce que je sais plus pourquoi il a été décalé jusqu'en fin juillet. Et l'Italie sur les playoffs c'est genre 3 matchs gagnants, donc ça peut aller jusqu'à 5 matchs. On se croirait en NBA, quoi. Tu vois, on peut match 5, match 4, donc c'est juste énorme. Et là en Italie sur le match 4, on est à égalité contre l'autre équipe de Rome, donc c'était en plus un derby. Et il reste 1 seconde, 2 secondes, et je prends le rebond et je marque voilà, la dernière seconde et on gagne le championnat comme ça. Ah, c'est fou. Ouais, c'est fou, hein. Du coup, pour moi, c'était une année inoubliable. Dans tes facettes de jeu, tu as vraiment senti une progression, quoi. Oui, complètement, hein. Progression et surtout une manière de voir les choses. Une manière de voir le jeu, le placement très important. En Italie, en fait, le coach il vraiment permettait d'avoir des objectifs clairs et précis sur le terrain, d'être vraiment structuré. Chacun savait ce qu'il devait faire sur le terrain. Et ça, c'était juste parfait parce que je savais que moi, je devais emmener la balle en ligne de fond, attaquer la défense, revenir, appeler des systèmes de jeu, tirer à 3 points. Donc c'était voilà, c'était bien organisé.
Et puis cette année-là, cerise sur le gâteau, tu écris en plus une des meilleures pages de l'histoire de l'équipe de France de basket fauteuil en atteignant la finale des championnats du monde en Angleterre. Tu peux nous raconter un peu cette folle épopée, la préparation et est-ce que vous attendiez surtout à une telle performance? Non, pas du tout, on ne s'attendait pas du tout, surtout que l'équipe de France, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on joue jamais, on n'a pas le même coach, on n'a pas les mêmes coéquipiers, on n'a pas le même poste. Donc c'est vrai, des fois, on doit jouer à des postes qui ne sont pas forcément dans lesquels on a l'habitude de jouer. Donc c'est difficile. Donc créer des liens, et surtout quand on n'est pas professionnel, forcément, on ne peut pas s'entraîner tout le temps ensemble. Donc c'est compliqué. Donc on s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que petit à petit, on a gagné un match, gagné un deuxième match, gagné un troisième match. Et là, on a commencé à y croire. Et en plus, en demi-finale, on joue contre les Italiens. Donc la plus grosse équipe d'Europe. Ouais, la plus grosse équipe. Et en plus, plus de la moitié des joueurs de l'Italie, c'est mes coéquipiers. Donc du coup, c'était vraiment intense. Et du coup, eux, ils avaient peur parce qu'ils savaient de quoi j'étais capable. Et moi aussi, je savais de quoi. Mais en même temps, je les connaissais. Donc je savais que mentalement, on pouvait être plus fort qu'eux. Et quand t'es comme tes compétiteurs comme ça, quand même t'as tes coéquipiers en face, t'as tout donné quoi. Ouais, j'ai tout donné. J'ai pas fait de cadeau parce que voilà, j'ai joué à fond. Une après, elle est pas en fer quoi. Voilà, exactement. Donc c'était vraiment. Et puis du coup, on passe en finale contre les Australiens. Bon, les Australiens, c'était un niveau un peu au-dessus, mais voilà, le parcours était juste magnifique et mémorable quoi, parce que personne nous attendait et c'est ça qui est beau, quoi. C'est encore plus beau. Ouais. Et les années suivantes en club, ça se passe bien aussi à Rome, puisque tu fais aussi champion d'Italie en 2011, 2012, mais un peu moins avec l'équipe de France, car vous êtes relégué en championnat d'Europe B en 2012. Tu peux nous expliquer un peu ce système de montée-descente au niveau européen, avant de nous dire ce qui a un peu pêché pour toi justement après cette euphorie de 2010? Alors en fait, quand on arrive dans les deux derniers du groupe A, on descend en groupe B. Donc en fait, c'est comme un championnat de France, c'est pareil, les premiers jouent le titre et les derniers sont relégables et descendent. Nous, c'était pareil, on a un peu manqué le coche, je pense qu'il y a eu, comment on appelle ça, une défaite, deux défaites, et après psychologiquement on n'était plus, et du coup on s'est laissé un peu, on a abandonné, et du coup on a perdu contre le dernier, et on s'est retrouvé à descendre en groupe B. Et ça se passe sur une semaine ou c'est sur toute la saison un championnat d'Europe en série A, série B? Non, c'est sur une semaine sur le championnat d'Europe A, et ensuite pour remonter il faut attendre l'année d'après pour remonter. D'accord, ouais, c'est parce que c'est tous les ans. Tous les ans. Alors championnat d'Europe A, c'est tous les 2 ans. Et en fait, tu as le championnat d'Europe, championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux Olympiques, championnat d'Europe. Tous les 2 ans, tu as le championnat d'Europe. Okay. Mais championnat d'Europe B, et l'année d'après, parce que ça permet de remonter pour le championnat du monde, pour le prochain championnat d'Europe, pardon. Ok. Parce que parallèlement, toi, à ce moment-là, 2012-2014, t'es un peu au sommet de ton basket en club, car t'as rejoint le mythique club turc de Galatasaray, avec qui tu gagnes le plus prestigieux trophée européen, la Coupe d'Europe des clubs champions. Comment ça se passe ces années en Turquie? Est-ce que tu perçois justement un vrai décalage par rapport à la France et même l'Italie? Alors oui, complètement. Même par rapport à l'Italie, j'ai découvert un décalage, une manière de m'entraîner qui était différente. En fait, en Italie, le collectif est beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus travaillé. Les exercices sont tous collectifs. Là, en Turquie, c'était vraiment du travail individuel et collectif. Et le travail individuel était vachement plus mis en avant. Par exemple, des séances de shoot individualisées, des séances de travail de dribble. Donc vraiment beaucoup plus de travail individualisé. Et ça m'a beaucoup plu aussi. J'ai travaillé beaucoup plus mon shoot, donc j'ai commencé à être plus adroit. Et il n'y a pas de secret, quoi. Après, ils avaient un peu plus de moyens parce qu'ils avaient des machines pour shooter, donc des gunshots. Donc en fait, le ballon, on te le renvoie, tu shootes, on te renvoie un autre ballon automatiquement. Et autre aspect, l'ambiance turque qui est aussi bien cotée en Europe, tu confirmes qu'il y a un bel engouement sur les parquets dans ce pays-là? Oui, complètement. Là-bas, ce qui est fou, c'est qu'ils viennent supporter le logo. Le logo, le club, que tu fasses du foot, du basket, du volley, ça change rien. Pour eux, c'est l'histoire du club. Et du coup, il y a un engouement pour les sports, pour le sport en général. Et c'est vrai que le basket fauteuil, on avait quand même pas mal de public, et ça, c'était vraiment appréciable. Tu vois, les derbys stambouliotes, ça devait être quelque chose. Ouais. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est toujours parmi les fans, t'en as toujours un qui ne regarde pas trop le match, mais il regarde plus le public en disant: oh, pourquoi t'encourages pas? Allez, encourage!
Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu impressionné en Turquie, où tu as toujours le motivateur quoi, qui va motiver les fans pour faire un peu plus de bruit. Ouais, vous faites qu'un avec le public, quoi. C'est ça, presque exactement. quoi. Et après justement cette pige de 2 ans en Turquie où tu gagnes donc 2 coupes d'Europe des clubs champions, tu retournes en Italie à Santa Lucia Sport à Rome. J'imagine que pour opter de nouveau pour l'Italie et ce club, tu avais vraiment entre guillemets un lien fort avec eux. Oui, complètement. J'avais un lien très fort avec l'Italie et je suis parti parce que aussi le championnat turc n'était pas si élevé que ça. Parce qu'à l'époque, il y avait que Galatasaray et Beşiktaş qui étaient à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on gagnait tous les matchs un peu facile. En fait, ce qui était intéressant, c'était pour la Coupe d'Europe. Et en championnat, le niveau n'était pas forcément exceptionnel parce que c'est vrai que toutes les équipes s'appellent pas Galatasaray ou Beşiktaş et les autres équipes forcément de Turquie n'avaient pas forcément les mêmes moyens. Donc c'était compliqué. On gagnait facilement nos matchs de 40 points. Donc c'était au bout d'un moment, bon, j'ai fait 2 ans, j'ai gagné la Coupe d'Europe de ce que je voulais et je me suis dit bon, je retourne en Italie parce que il y a un vrai championnat, une vraie passion et l'année d'avant, mon club italien avait perdu le championnat. Du coup pour moi c'était un bel objectif de venir les aider et de leur dire voilà, on revient, on travaille, on gagne ensemble. Ouais, parce que justement tu regagnes en 2015 ta première saison ce titre allié avec Rome, puis tu changes de club, tu vas t'engager avec l'ASD Santo Stefano en 2016 et tu y fais un truc exceptionnel avec eux. Parce qu'en 2019, tu décroches avec eux leur premier titre, le premier titre de champion de leur histoire. J'imagine que c'est vraiment des moments magnifiques et le fait que ce soit le premier titre, ça doit être encore plus fort, quoi. Ah mais complètement, c'est vrai que après Santa Lucia, il y a eu un peu des soucis un peu au sein du club parce que je pense tout simplement c'est une période qui s'est finie et ils ont des problèmes d'argent, le président est mort, donc du coup il y a eu plein de soucis. Le coach est parti et du coup je voulais intégrer un autre club et c'est vrai que Santo Stefano m'a approché et leur projet me plaisait bien. Surtout il y avait beaucoup de jeunes chez eux. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de potentiel et je remarquais qu'il leur manquait un meneur de jeu. Donc voilà, je suis parti là-bas et c'est vrai que il nous aura fallu quand même 3 ans. Mais en 3 ans, voilà, on a été champion d'Italie et comme tu l'as dit, c'est une première historique pour le club, donc c'était juste exceptionnel et ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que construire quelque chose avec des jeunes qui au départ devaient descendre en 1B et ils sont restés, et on a travaillé ensemble, et c'est juste exceptionnel. Quoi, ouais, parce qu'à ce moment-là, tu avais à peu près 33, 34, 35 ans, c'est donc ça. tu t'es un peu positionné vraiment en grand frère avec eux. Oui, voilà, exactement. J'étais un peu le grand frère, un peu le. Voilà, j'ai aidé un peu le coach, donc c'était vraiment quelque chose de juste génial, quoi. Et tu joueras ensuite pour un dernier club italien, le GSD Porto Torres, avant de revenir en France en 2020. Est-ce que ce retour en France, c'est dû à la pandémie, justement? Oui, c'est ça. Mais déjà, pendant les 2 ans à Santo Stefano, c'était compliqué parce qu'il y avait la pandémie. Donc c'était déjà la première année, on n'a pas pu aller à la fin de la saison parce que la saison elle a été annulée. Et la deuxième année, c'était une saison un peu compliquée. Donc voilà. Donc du coup, vu que je savais pas trop où on allait aller, je me suis dit autant revenir sur Paris et préparer les Jeux. C'est vrai qu'avec Porto Torres, à mon avis, on aurait pu être champion d'Italie la première année. Parce qu'on était bien partis et on avait une belle équipe, mais ça aurait été juste exceptionnel. Quoi, ouais, ça a coupé court pendant le Covid, ouais. Et puis l'Italie a été particulièrement touchée par la pandémie. Exactement, en plus. Ouais. Et tu rebondis donc en France dans un club que tu connais bien, celui de Meaux, puis rapidement tu te lances dans une nouvelle aventure, celle de créer ton club dans le 18e arrondissement de Paris, c'est ça? C'est ça. Tu peux nous raconter un peu justement comment devient ce projet-là et après 3 ans d'existence, où en est ton club? J'ai créé ce club-là parce qu'en fait, déjà quand j'étais petit, il fallait que je traverse tout Paris, j'ai dû attendre mes 18 ans. Et ça, quand je suis revenu sur Paris, je me suis rendu compte que c'est toujours le même problème. Il n'y a aucun club qui s'est créé, formé, il n'y a aucun club valide qui propose des entraînements pour les jeunes en situation de handicap. Du coup, je me suis dit, c'est dommage, quoi. C'est vraiment, moi, le sport, le basket fauteuil m'a tellement apporté, m'a tellement donné. Je me dis, si moi, je redonne pas tout ce que ça m'a apporté et je transmets pas cette passion, qui va le faire? Du coup, je me suis lancé dans cette aventure et j'ai créé mon assos. J'ai eu la chance d'avoir des contacts au sein de la mairie du 18e. Et grâce à ça, ils ont entendu un peu mon histoire, le vrai problème. Et voilà, donc j'ai créé le Paris Basket Fauteuil. Et ça marche juste super, quoi. Là, j'ai une trentaine de licenciés. Ils sont motivés. Je les ai même inscrits en championnat de France. Donc il y a championnat de France national 3 et loisirs. Donc c'est quand même beaucoup d'organisation aussi, même pour moi. Parce que je joue à Gennevilliers et je suis président d'un club que je coach aussi, parce que je coach aussi des fois. Donc c'est une grosse organisation. Et aujourd'hui, ta discipline de basket fauteuil est la plus pratiquée dans l'handisport. Tu es fier de l'évolution et de l'engouement que ce sport a à quelques mois des Jeux. Puis ça fait quand même 60 ans que le sport existe, c'est pareil en France, quoi.
Je suis très content parce que c'est vrai que pendant une période, le basket fauteuil était un peu abandonné parce qu'il y a beaucoup plus de sports qui sont mis en avant. C'est plus facile d'avoir une médaille dans un sport individuel que le basket fauteuil. Et je trouve que le basket fauteuil avait un peu perdu un peu de sa magie. Et du coup, je trouve depuis que je suis revenu, j'essaie un peu de parler un peu de tout ça, de mettre en avant, d'utiliser un peu mon image pour parler du basket fauteuil. Je trouve qu'il revient un peu au devant de la scène. Et ça, c'est cool parce que c'est l'un des seuls sports où tous les handicaps peuvent jouer ensemble. Et ça, c'est cool. Et il y a ce côté social qui est important qu'on ne retrouve pas dans le sport individuel. Et ça, c'est important. Moi, j'ai des jeunes qui viennent et ils étaient timides au départ, ils ne se déplaçaient pas tout seuls, ils n'étaient pas autonomes, ils n'arrivaient pas à monter une marche. Et là, du coup, de se retrouver dans un club. Et ils ont créé des liens avec d'autres joueurs. Il y a vraiment ce côté social qui est super important, je trouve, autour du basket fauteuil et auprès des jeunes encore plus. Et si un jour je t'inviterai à Avec grand plaisir. avoir un entraînement, tu verras qu'on ne parle plus de handicap, on parle juste de dépassement, d'entraînement et on veut juste pousser nos limites et prendre du plaisir. Donc ça, c'est ma plus grande fierté, c'est vraiment d'avoir aidé ces jeunes à faire du sport, à rencontrer d'autres amis, d'avoir vraiment. Ça, c'était une grosse fierté. Au-delà d'avoir créé un club. Et justement, tu trouves par rapport aux expériences que tu as eues en Italie et en Turquie sur la scène médiatique, est-ce que tu trouves que ton sport est assez médiatisé en France ou qu'il y a encore du boulot? Alors, grâce aux Jeux paralympiques et grâce surtout au COJO, donc au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, on voit une vraie différence parce que le COJO met en avant beaucoup plus les athlètes paralympiques que ce que le faisait avant la Fédération handisport ou les médias. Et grâce à ça, justement, les médias jouent le jeu aussi et s'intéressent de plus en plus aux sportifs de niveau paralympique. Il y a beaucoup plus d'initiations aussi qui sont faites et ça, c'est un vrai plus. Donc je sens qu'on met en avant les sportifs de haut niveau, les athlètes paralympiques et ça, c'est un gros avantage. Après, c'est sûr que quand j'étais en Italie et que les matchs de basket fauteuil passaient sur iSport en direct, voilà, là, ça va être dur de rivaliser en France, à moins que France 2 se réveille et crée une chaîne de sport et se mette à parler un peu des différents sports qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, il y a du travail encore là-dessus. Et tu t'en doutes, bon, c'est un peu la question incontournable au vu de l'actualité. À 8 mois des Jeux paralympiques, c'est quoi l'objectif de l'équipe de France où tu joues encore? Où vous vous placez dans la hiérarchie mondiale actuellement? Dans la hiérarchie, je pense qu'on est plus en 9e, 10e. Là, l'objectif, c'est bien sûr d'aller chercher une qualification à Antibes pour les Jeux paralympiques. Ce sera en mars, ça? En avril. En avril. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'on est le seul sport valide et handi à pas être qualifié d'office. Ça, c'est juste un truc qui me rend malade en fait. C'est pour ça que quand je suis revenu et que je mets en avant le basket fauteuil, les gens sont juste choqués parce qu'ils se rendent compte que c'est un sport vraiment à part entière. Et en fait, on n'est pas qualifié d'office. Alors que tous les sports co sont qualifiés d'office normalement. En valide, les sports co sont qualifiés d'office. L'équipe le basket est qualifié d'office. Le volley, ils sont qualifiés d'office. En handi, le rugby fauteuil, ils sont qualifiés d'office. Il n'y a que le basket fauteuil qui a été mis comme ça un peu de côté. Et moi, je trouve ça scandaleux. Quoi. C'est fou. C'est fou. Hein. Et du coup, voilà, nous, l'objectif, ça va être de se qualifier au mois d'avril. Voilà, donc c'est important. Moi, je suis parisien en plus. Donc, si les Jeux se déroulent à Paris et je suis pas durant les Jeux, ça serait dur. Quoi. Et aujourd'hui, tu viens de fêter tes 40 ans en octobre. Jusqu'à quand tu veux prolonger le plaisir, toi, en tant que joueur sur les parquets? Est-ce que tu as une date arrêtée dans ta tête ou tu calcules toujours pas Non, je calcule pas. Je me donne à fond sur le terrain. S'il y a quelqu'un qui mérite de jouer à ma place, tant mieux pour lui. Je serai content pour lui. Par contre, voilà, ça sera pas facile. Quoi. Tu vas pas te laisser faire? Non, je vais pas me laisser faire. Puis l'avantage que j'ai, c'est que j'ai l'expérience. Donc quand on a l'expérience au basket, dans le sport en général, c'est sûr, c'est un plus. Et je pense que en plus physiquement j'arrive à me tenir en forme, donc ça c'est ce qui est important. J'essaie de faire attention à ce que je mange, à tout ça, donc puis la muscule ça aide aussi, donc j'essaie de m'entretenir pour être en forme encore moins peut-être pendant 4 ans. J'aimerais bien viser encore peut-être les Jeux de Los Angeles.
En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et je te remercie en tout cas, Sofiane, d'avoir pris du temps pour discuter avec moi et nous partager ta passion du basket fauteuil. Merci Antoine, merci Speed Radio. C'est important de mettre en avant des athlètes paralympiques parce que on est des vrais athlètes avant tout. Et le handicap passe après quand on s'y intéresse. Et le jour où tu feras une initiation basket fauteuil, tu t'en rendras compte et tu pourras partager ton expérience. Avec grand plaisir, je viendrai avec grand plaisir faire ça avec toi.